on était prêt à replonger ce pays dans le chaos et à faire des dizaines de milliers de morts juste pour garder notre puissance, notre hégémonie sur les anciennes colonies d'Afrique francophone. Jean-Yves Le Drian, des fois on le voit bafouiller à la télé, adopter un ton très paternaliste, c'est créé pas mal d'ennemis en Afrique et un personnage qui est vraiment détesté en Afrique. Quand on sait que c'est quand même la figure principale, l'image de la France en Afrique, il y a de quoi s'inquiéter. Ces contrats d'armement qui sont des gros contrats génèrent énormément de commissions, de rétrocommissions et des fois ont financé les campagnes politiques françaises. Finalement, ces ventes d'armes à plusieurs milliards, on va dire un peu sortent du champ du judiciaire parce qu'il y a des gros sous en jeu, il y a des gros contrats en jeu. Et c'est vraiment un ministre très Troisième République, presque nostalgique de l'époque de Jules Ferry, qui est très attaché au maintien de la puissance française en Afrique. C'est un grand ami du maréchal Sissi, dictateur égyptien au pouvoir et avec qui il vit une véritable romance. On les voit se serrer vraiment les mains en photo, une romance quasiment. C'est le grand survivant du hollandisme et un des piliers du macronisme. Jean-Yves Le Drian, l'actuel chef de la diplomatie française, est ministre sans discontinuer depuis bientôt 10 ans. Il a été le ministre inamovible de la Défense sous François Hollande et le ministre inamovible de l'Europe et des Affaires étrangères sous Emmanuel Macron. Et pourtant, son nom charrie de nombreuses affaires et scandales qui peinent à émerger sur la scène médiatique française. Emmanuel Macron aime à utiliser une expression controversée, l'État profond. De manière certes un peu provocatrice, peut-on affirmer que Jean-Yves Le Drian en fait partie. Vente d'armes, France-Afrique, soupçons de corruption et de trafic d'influence. Notre confrère Thomas Dietrich, qui travaille à reconstruire le pôle enquête du média, s'est penché sur le sujet. Son article sur le site lemediatv.fr sera disponible dans la journée, mais on commence à en parler en vidéo. Salut Thomas. Salut Théophile. Alors, comment expliques-tu cette incroyable longévité de Jean-Yves Le Drian au gouvernement, d'abord sous Hollande, puis sous Macron? Alors, Jean-Yves Le Drian, c'est un personnage un peu old school. On dirait que sous certains aspects, il est encore dans la 4e République, avec ses costumes mal ficelés, ses doudounes hors d'âge, sa cravate de travers, mais pourtant c'est quelqu'un qui pèse, à la fois qui a pesé dans le hollandisme et qui a pesé dans la Macronie. Donc au départ, c'est un vieux baron socialiste, puisqu'il est élu depuis 1978. Il a été député, notamment c'était un des piliers de la commission de défense à l'Assemblée nationale, ce qui va lui permettre plus tard d'être ministre de la Défense. Ça a aussi été le maire de Lorient, et le fait qu'il soit maire de Lorient, c'est pas anodin, puisque Lorient, c'est une ville qui a été quasiment rasée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, après, a accueilli un arsenal qui produit encore aujourd'hui des bateaux militaires pour la marine nationale. Donc, très vite, Jean-Yves Le Drian a eu des liens avec le milieu de la défense et il a été secrétaire d'État, éphémère secrétaire d'État à la mer sous le gouvernement d'Édith Cresson pendant le 2e quinquennat de François Mitterrand. Mais dès le début des années 2000, alors que la droite est au pouvoir, elle a carchérisé la gauche, Jean-Yves Le Drian va se préparer à prendre de plus grandes responsabilités. Il va notamment, alors qu'il est encore député, président du Conseil régional de Bretagne, il va créer une sorte de think tank qui s'appelle Sémaphore, encore un mot lié au vocabulaire maritime, et qui va réunir des hauts fonctionnaires, des énarques, qui vont réfléchir sur ce que doit être le renouveau de la défense nationale. Et parmi eux, on va retrouver l'équipe qui va constituer le premier cercle, la garde rapprochée de Jean-Yves Le Drian, notamment François Roussely, qui est un ancien grand flic qui est passé par la présidence d'EDF, Cédric Lewandowski, qui est quand même qui va devenir l'incontournable directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian au ministère de la Défense sous François Hollande. Le seul directeur de cabinet, alors que les directeurs de cabinet en général s'épuisent très rapidement, sont très vite changés, à rester 5 ans en poste. Et donc, évidemment, quand il y a la victoire de François Hollande en 2012, Jean-Yves Le Drian est nommé ministre de la Défense. Et très vite, et ça c'est les mots de Serge Dassault, qui n'est pas vraiment du même bord que lui, Jean-Yves Le Drian va se révéler, selon les industriels de l'armement, comme le meilleur ministre de la Défense qu'on ait jamais eu. Alors justement, est-ce que Jean-Yves Le Drian, on a l'impression qu'il est plus souvent un lobbyiste de l'industrie de l'armement qu'un ministre, en fait? C'est une impression qui peut être dérangeante. Oui, parce que dès qu'il arrive au pouvoir, c'est quelqu'un qui a une certaine forme de pragmatisme. Très clairement, c'est-à-dire qu'effectivement, il se situe à gauche,
Mais par exemple, il avait été approché par Nicolas Sarkozy pour devenir un des ministres d'ouverture, quand Nicolas Sarkozy avait été élu en 2007 et avait appelé des ministres de gauche comme Jean-Marie Bockel ou Bernard Kouchner. Donc il va faire preuve d'un certain pragmatisme. Et c'est vrai que sous le quinquennat de François Hollande, les ventes d'armes vont exploser. On va passer de 3,3 milliards d'euros en 2012 de livraison ferme à 6,7 milliards d'euros en 2017. Donc on va plus que doubler les ventes d'armes à l'étranger. La France va devenir quand même le 3e marchand de morts dans le monde, ce qui n'est pas rien. Et vous avez des engins militaires... C'est moins glorieux que le champagne. C'est moins glorieux que le champagne. Et vous avez des engins militaires comme le Rafale, qui étaient absolument invendables, que personne n'avait réussi à vendre, y compris la droite, que Jean-Yves Le Drian va se mettre à vendre. Et il va être en première ligne dans les négociations pour vendre le Rafale. Et effectivement, en 2015, le Rafale va être vendu au Qatar, à l'Égypte et à l'Inde, qui ne sont quand même pas des régimes tout à fait exempts de reproches. Alors, ces contrats de vente d'armes, en fait, à plusieurs milliards, ont donné lieu à diverses commissions, à des généreuses commissions qui ont financé, en tout cas on le soupçonne parfois, la vie politique française. Il y a notamment des soupçons de corruption et de trafic d'influence sur les ventes d'armes à l'Inde. Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, ces contrats, traditionnellement, et ça a été déjà le cas à l'époque d'Édouard Balladur, ces contrats d'armement qui sont des gros contrats, génèrent énormément de commissions, de rétrocommissions, et des fois ont financé les campagnes politiques françaises. Dans le cadre des ventes d'armes qui ont été conclues à l'époque où Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense, effectivement, il y a des soupçons de commission. Il y a des soupçons de commission sur un marché d'hélicoptères de combat au Koweït, où Airbus Hélicoptères est suspecté d'avoir payé des commissions. Ils avaient vendu pour 1 milliard d'hélicoptères au Koweït, et le Koweït avait enquêté sur des soupçons de commission, puisqu'il y aurait 70 millions d'euros qui auraient été versés à un intermédiaire par le fabricant. Mais le plus gros contrat, c'est vraiment le contrat qui a été passé avec l'Inde, pour le fameux avion de combat Rafale produit par Dassault Aviation, qui trouve que Jean-Yves Le Drian est le meilleur ministre de la Défense qu'on ait jamais connu. Donc c'est un contrat à 7,8 milliards d'euros. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Et Mediapart l'avait révélé dans une enquête. Il y a eu de multiples intermédiaires, notamment dont un homme d'affaires proche de Narendra Modi, le Premier ministre indien. Et cet homme d'affaires avait perçu des commissions pour négocier le contrat entre Dassault et puis l'État indien. Et on a retrouvé que cet homme d'affaires avait coproduit un film avec Kev Adams, mais qui était réalisé par Julie Gaillet, la compagne de François Hollande. Donc, c'est une coïncidence, mais le monde est petit. Je ne petit. savais pas que, effectivement, ce monsieur-là, qui est un homme d'affaires, avait des volontés d'être un mécène dans le 7e art. Et à l'époque, il y avait le parquet national financier avait classé l'enquête, avait classé l'enquête sans suite, sans déclencher d'enquête préliminaire. Et Yann Houlette, la chef du PNF, c'était Mediapart qui l'avait montré, avait dit que c'était pour préserver les intérêts de la France. Donc on voit que finalement, ces ventes d'armes à plusieurs milliards, on va dire un peu sortent du champ du judiciaire voilà, parce qu'il y a des gros sous en jeu, il y a des gros contrats en jeu. Alors peut-être que cette affaire débouchera finalement sur quelque chose, puisque l'association Sherpa a reposé une plainte, et là il y a eu des perquisitions en cours au siège de Dassault Aviation. Mais c'est vrai que, évidemment, les commissions et les rétrocommissions et le montant du contrat en jeu, qui évidemment fait rentrer des sous dans la caisse pour des gros industriels français, fait que on va minorer le côté judiciaire, on va chercher à étouffer ce qui pourrait être des scandales d'État. Jean-Yves Le Drian a aussi été accusé d'avoir favorisé de manière pas tout à fait légale des entreprises françaises, notamment au Mali. Alors c'est quelque chose qui est passé un peu sous le boisseau, mais qui est effectivement très grave, notamment dans le contexte de tension qu'il y a aujourd'hui entre la France et le Mali. Le Mali qui est accusé d'être sorti de la tutelle habituelle française pour se rapprocher des Russes. C'est ce qui énerve beaucoup Jean-Yves Le Drian, qui est très sensible, on va dire. C'est vraiment un ministre très Troisième République, presque nostalgique de l'époque de Jules Ferry, qui est très attaché au maintien de la puissance française en Afrique. Et à l'époque où la France intervenait pour lutter contre le terrorisme au Sahel, et notamment au Mali, dans le cadre de l'opération Serval, puis de l'opération Barkhane, il y avait effectivement au pouvoir un président qui est décédé aujourd'hui, il s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta, qui était très très proche de la France, et notamment très proche de l'internationale socialiste, puisqu'il en était membre. C'était une sorte de roi fainéant. Et à un moment, donc effectivement, il y a le marché de la confection des passeports maliens, qui était attribué depuis le début des années 2000 à une société canadienne. Et ce qu'a révélé une enquête de Jeune Afrique, c'est que Jean-Yves Le Drian va faire pression sur le gouvernement malien, et notamment sur Ibrahim Boubacar Keïta, pour que le contrat avec les Canadiens ne soit pas renouvelé et qu'on le confie, aux surprises,
à une entreprise française, et pas n'importe laquelle, puisque c'est une entreprise bretonne qui s'appelle Ouverture Technologies. En fait, Jean-Yves Le Drian a souvent été accusé de favoriser le lobby militaire qui est très très implanté dans sa région bretonne d'origine. Et ça a été non seulement un gain pour cette société-là, mais ça a aussi été Ouverture Technologies, ça a été aussi une perte pour l'État malien, puisque Ouverture Technologies a récupéré à la fois la confection et la vente des passeports. Donc, ce qui fait que l'État malien ne touche plus qu'une sorte de commission d'à peine 25 €, alors qu'avant, il récupérait 50 € par passeport. Donc, c'est une perte de recettes pour l'État malien. Et d'ailleurs, une association de la société civile malienne qui s'appelle Malico a déposé une plainte à Bamako contre Jean-Yves Le Drian et son fils Thomas, qui travaille normalement dans l'immobilier à la Caisse. Justement, parlons du fils de Jean-Yves Le Drian, Thomas Le Drian. En France, on n'en parle pas beaucoup, mais en Afrique de l'Ouest, son nom revient beaucoup. On l'accuse d'avoir des intérêts dans les affaires que son père défend en Afrique. Qu'en est-il réellement ? Alors, c'est peut-être un peu, on l'accuse d'être le nouveau Papa Madi, puisqu'on se souvient qu'à l'époque, le fils de François Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, avait la haute main sur la cellule africaine de l'Élysée et faisait des affaires, on va dire pas tout à fait légales, avec notamment des suspicions de récupérer des mallettes en Afrique. Et effectivement, le fils de Jean-Yves Le Drian, qui jusqu'à récemment travaillait à la Caisse des dépôts et des consignations dans la partie habitat immobilier, se retrouvait dans plusieurs voyages officiels de Jean-Yves Le Drian, dans des salons militaires à Abu Dhabi. On ne savait pas trop ce qu'il faisait là. Et c'est vrai que la plainte, notamment déposée par l'association de la société civile malienne, mentionne Thomas Le Drian comme ayant eu un rôle dans le fait qu'on ait fait pression sur l'État malien pour délivrer à ces sociétés bretonnes le marché de la confession des passeports. Alors, Le Drian, ce n'est pas seulement un super marchand d'armes, c'est aussi un ami des dictateurs de tout poil. Alors, il adore les maréchaux. Il adore, c'est un grand ami du maréchal Sissi, dictateur égyptien au pouvoir, et avec qui il vit une véritable romance. On les voit se serrer vraiment les mains en photo, une bromance quasiment, se serrer les mains en photo. Évidemment, Jean-Yves Le Drian peut être très proche du maréchal Sissi puisqu'il a vendu beaucoup de Rafales. Et notamment, on se souvient qu'il y avait 2 porte-hélicoptères Mistral qui devaient être vendus à la Russie. Le contrat avait été cassé puisque la Russie avait envahi le Donbass en 2014. Mais ce qui n'a pas empêché qu'on refile ces porte-hélicoptères à l'Égypte, qui n'est pas plus démocratique que ne l'est la Russie. Donc il y a vraiment une proximité entre Jean-Yves Le Drian et le maréchal Sissi, avec le maréchal Haftar en Libye, on en parlera tout à l'heure. Et puis, effectivement, il a un grand ami au Tchad qui s'appelle Idriss Déby, qui va devenir maréchal avant de décéder l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il est véritablement, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un, c'est un pragmatique. C'est pas du tout quelqu'un, même quand il va aller au Quai d'Orsay, qui va s'inscrire dans une lignée de mitterrandogaullisme ou de néoconservateur. C'est vraiment un pragmatique qui est là pour défendre les intérêts de la France et notamment les intérêts économiques du lobby industriel, quitte à marchander et à négocier avec les pires dictateurs de la planète. Il y a quand même un exemple qui est assez frappant. Il y a un régime au Togo qui est très dur, qui est en place depuis 1967, qui est un régime familial. Hein. Le fils a succédé au père et c'est une dictature féroce qui a toujours subsisté avec le soutien de la France. Et Jean-Marc Ayrault, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères sous François Hollande, avait bloqué la vente d'hélicoptères à l'État togolais. Parce qu'on craignait que ces hélicoptères soient utilisés pour tirer sur les manifestants. C'était des hélicoptères d'attaque. On se souvient que notamment en 2008, par exemple, pendant qu'il y a eu les émeutes de la faim au Cameroun, ces hélicoptères avaient été utilisés par Paul Biya et avaient fait plusieurs dizaines de morts. Donc Jean-Marc Ayrault avait bloqué effectivement la vente de ces hélicoptères pour pas que des hélicoptères français servent à tirer sur des manifestants. Et qu'est-ce qu'a fait Jean-Yves Le Drian une fois arrivé au pouvoir, arrivé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en 2017? Il a débloqué la vente et donc ces hélicoptères d'attaque ont pu être livrés à l'État togolais avec qui il entretient des relations très cordiales nonobstant la férocité du régime. Et bien entendu, il qualifiait l'ancien dictateur désormais décédé Idriss Déby du Tchad, il le qualifiait d'ami personnel. Alors, c'est assez extraordinaire comme trajectoire, parce que quand Jean-Yves Le Drian arrive à l'hôtel de Brienne au ministère de la Défense en 2012, il connaît très bien le complexe militaro-industriel, il connaît très bien les questions de défense, mais il connaît très peu l'Afrique finalement, et notamment l'Afrique subsaharienne.
Mais très vite, il va se trouver des amis, et notamment, il va tomber énamouré devant l'homme fort du Sahel, le dictateur tchadien Idriss Déby. D'ailleurs, à cette époque-là, quand la gauche arrive au pouvoir en 2012, Idriss Déby et François Hollande sont en froid. François Hollande ne veut plus voir Idriss Déby parce que Idriss Déby, en plus du fait que ce soit un dictateur, a assassiné un opposant tchadien qui s'appelle Ibn Omar Mamad Saleh, qui était membre de l'Internationale socialiste, donc qui était du côté de François Hollande. Et Jean-Yves Le Drian va tout faire pour rabibocher François Hollande et Idriss Déby, et pour que François Hollande passe l'éponge. Et d'ailleurs, ça va venir très vite, puisque en décembre 2012, Idriss Déby va être reçu avec tous les honneurs à l'Élysée. Et à partir de ce moment-là, Idriss Déby va devenir l'incontournable allié de la France au Sahel. Et Jean-Yves Le Drian, effectivement, sera de tous les voyages à N'Djamena officiels pour aller rencontrer son ami personnel. Et il a toléré énormément de choses vis-à-vis de Idriss Déby. On se souvient que, par exemple, on est en 2014, c'est quelque chose dont on a parlé dans le reportage qu'on a été faire en Centrafrique avec Filippo Ortona. L'armée tchadienne commet un massacre à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, puisqu'à ce moment-là, l'armée tchadienne intervient dans ce pays voisin. Et l'armée française se trouve à quelques centaines de mètres du massacre. Il y a des gens, des civils qui fuient le massacre, des femmes, des enfants, qui viennent demander à l'armée française de s'interposer pour empêcher les soldats de l'armée tchadienne de tirer. Et plusieurs sources nous ont indiqué que Jean-Yves Le Drian a refusé de donner le feu vert à l'armée française pour qu'elle intervienne et qu'elle arrête le massacre en raison des liens qui lient la France et le Tchad, et notamment du lien qui lie Paris au dictateur Idriss Déby. Donc on a laissé un massacre terrible se perpétrer. L'ONU a parlé de 30 morts, mais en réalité c'est beaucoup plus. Et comme ça s'est passé finalement au Rwanda pendant le génocide des Tutsis en 1994, la France, en raison de ses amitiés coupables, a laissé les pires atrocités se perpétrer. C'est une forme de complicité qui ne nous grandit pas. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que Jean-Yves Le Drian a pesé sur le dossier libyen, un voisin du Tchad, et pas toujours dans le bon sens. Alors, effectivement, quand je disais tout à l'heure qu'il était très proche des maréchaux, qu'il avait une sorte de fascination pour les hommes forts, ce qui n'est pas évident quand on voit le personnage qui est assez sympathique, assez bonhomme, qui a des airs de papy gâteau un peu voilà, c'est pas du tout le type normalement de Jean-Yves Le Drian, mais c'est vrai qu'il va se rapprocher du maréchal Haftar, et ça a une raison, puisque on est après la crise libyenne, donc après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye sombre dans le chaos, et tout d'un coup un certain nombre de puissances, dont la France, mais aussi l'Égypte, et les Émirats arabes unis, qui rappelons sont très liés à la France et notamment à Jean-Yves Le Drian, vont sortir du chapeau un maréchal qui avait été fait prisonnier dans les années 80 lors d'une guerre entre le Tchad et la Libye, que Kadhafi voulait plus voir parce qu'il dit celui-là c'est un lâche, et qui avait fini en Virginie, juste à côté du siège de la CIA, en exil pendant plusieurs années, et qui avait été après rapatrié après la révolution, la chute du guide Mouammar Kadhafi en 2011. Et c'est quelqu'un qui va petit à petit prendre le contrôle de la majorité de la Libye, avec le soutien effectivement de l'Égypte, des Émirats arabes unis qui vont apporter un soutien militaire, et de la France. On se souvient quand même qu'il y avait trois membres de la DGSE qui ont été officiellement tués lors d'un accident hélicoptère à Benghazi, là où opérait le maréchal Haftar en 2016. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, la France avait des Black Ops qui opéraient en Libye. Donc, des Black Ops. Alors qu'en face, oui, des commandos spéciaux. Alors qu'en face, en face du maréchal Haftar, il y avait un gouvernement qui était reconnu par la communauté internationale et par d'autres puissances occidentales. Et alors, Jean-Yves Le Drian a continué à soutenir le maréchal Haftar, même quand celui-ci s'est enferré dans une guerre sans fin, quand par exemple le maréchal Haftar s'est lancé à l'assaut de Tripoli et à l'assaut de ce gouvernement légitime reconnu par les Nations Unies, la France a continué à soutenir le maréchal Haftar. On se souvient que par exemple, on avait trouvé des missiles français dans des réserves abandonnées par le maréchal Haftar, et tout d'un coup, quand il y a eu la débandade, quand on a compris que le maréchal Haftar n'arriverait pas à conquérir Tripoli, la capitale, hop, il y a des mercenaires français qui ont été interceptés à la frontière entre la Tunisie et la Libye, et qui ont très vite prétendu être sous couverture diplomatique. Donc il y a eu un soutien très fort, même en contradiction des fois avec Emmanuel Macron, qui lui était plus favorable à une sorte de légalité, de retour à la légalité en Libye, de soutien au gouvernement d'union de Tripoli. Mais Jean-Yves Le Drian, qui a une vision, on va dire, très datée, très anachronique en fait finalement des relations en Afrique, en disant que finalement ça doit être le règne des hommes forts, que ce soit Haftar, que ça soit Déby, et ça ne donne pas que de bons résultats, puisque le maréchal Haftar a montré son incapacité à ramener la paix en Libye.
Alors en 2017, Emmanuel Macron a fait de nouveau appel à Jean-Yves Le Drian, cette fois-ci en tant que ministre des Affaires étrangères, puisqu'il avait été ministre de la Défense. Pourtant, plusieurs articles ont mis en évidence le fait que Le Drian ne défendait pas les intérêts du Quai d'Orsay, mais se considérait toujours comme le vrai ministre de la Défense. Est-ce que tu partages cette analyse? Alors c'est vrai que, vu comment dire, le peu de charisme qu'a Florence Parly, l'actuelle ministre des Armées, c'est vrai que Jean-Yves Le Drian a gardé une aura et une emprise sur l'armée. Il est très très apprécié dans l'armée, ce qui n'a pas toujours été le cas des ministres de la Défense. Et il a laissé un très très bon souvenir aux militaires et puis à l'industrie de l'armement. Après, c'est vrai qu'il est venu au Quai d'Orsay, qu'il a imposé par exemple à la direction de l'Afrique des gens qui venaient de la DGSE, donc des services extérieurs liés aux militaires. Par exemple, les deux derniers directeurs Afrique, Rémi Maréchaux et Christophe Bigot, viennent de la DGSE. Donc on a donné une inflexion véritablement très militaire. La politique au Sahel, malgré le fait que Jean-Yves Le Drian est arrivé au ministère des Affaires étrangères, est arrivé au Quai d'Orsay, est toujours resté dans les mains des militaires. D'ailleurs, on se souvient que l'ambassadrice de France au Mali, Evelyne Decor, avait à un moment critiqué la toute-puissance des militaires français sur la stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel et avait critiqué le fait que cette stratégie nous menait dans le mur. On l'a rappelé très vite à Paris, on l'a envoyé vice-gouverneur des terres australes, une sorte de placard doré en exil au fin fond des îles Kerguelen. Donc Jean-Yves Le Drian, finalement, a acté la fin d'une toute-puissance de la diplomatie, a acté le retour de la prééminence du militaire, et on l'a vu ces derniers jours avec le fait qu'aujourd'hui, le corps diplomatique est supprimé, ce qui a beaucoup fait ruer dans les brancards au Quai d'Orsay, mais ce que Jean-Yves Le Drian semble tout à fait assumer. Donc il s'est très peu impliqué dans la vie politique française hexagonale pendant le quinquennat, mais il a continué à s'impliquer à l'international. C'est lui le visage de la France, c'est lui le visage de la France en Afrique, pour le meilleur et pour le pire. Alors, ces derniers mois, Jean-Yves Le Drian semble être très contrarié par la présence russe en Afrique, dans les anciennes colonies d'Afrique francophone. Il est notamment vent debout contre la junte au pouvoir au Mali. Est-ce que finalement, l'arrivée des Russes, ce n'est pas aussi l'échec de la politique de Jean-Yves Le Drian en Afrique? Alors, effectivement, Jean-Yves Le Drian, il voit un peu des Russes partout en Afrique. Il faut voir que, justement, en Libye, la France était alliée au fameux groupe de sécurité de la société militaire privée Wagner. Effectivement, en Libye, les ennemis de mes ennemis étant mes amis, la Russie soutenait aussi le maréchal Haftar. Donc, dans la lutte, dans le soutien qu'on a apporté au maréchal Haftar pour qu'il conquiert l'ensemble de la Libye, évidemment, la France et la Russie se sont retrouvés dans le même camp. Évidemment, des commandos de la DGSE ont pu collaborer avec des mercenaires du groupe privé Wagner qui eux aussi sont intervenus en Libye et sont intervenus pour tenter d'aider le maréchal Haftar à prendre Tripoli, ce qui ne s'est pas passé. Donc ils étaient dans le même camp et là, ça ne posait pas de problème à personne. Au Mozambique, quand effectivement il a fallu faire appel aux mercenaires de Wagner pour essayer de nettoyer une zone où il y avait des djihadistes, mais il y avait aussi un méga projet gazier où Total est le chef de file et a investi 20 milliards d'euros, là aussi il n'y avait pas de problème. Mais effectivement, quand la Russie, profitant de la perte de puissance de la France en Afrique, a commencé à s'immiscer dans le fameux précaré, dans les anciennes colonies d'Afrique francophone. Alors là, ça a déclenché l'ire de Jean-Yves Le Drian. Ça a commencé par la Centrafrique. Il faut raconter une petite histoire, c'est-à-dire que les mercenaires russes sont arrivés fin 2017 en Centrafrique. Au départ, ils étaient très peu. Et petit à petit, ils ont pris de plus en plus de place, ils ont composé l'entourage du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, ils ont assuré sa garde présidentielle, donc ce qui a mis en rogne Jean-Yves Le Drian, qui a tout fait pour renverser le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Il est notamment parti au Congo-Brazzaville et au Tchad en juin 2018 pour essayer de convaincre les dictateurs congolais et tchadiens de recruter des mercenaires pour fomenter une rébellion et aller renverser le président Faustin Archange Touadéra. Moi, je me souviens qu'à l'époque, au Tchad, à N'Djamena, il y avait des gens qui me racontaient que on attend juste le feu vert de Paris pour intervenir. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés, la France avait toujours fomenté des coups d'État en Centrafrique, sauf que là, ils se sont retrouvés face à une puissance qui était autre, la présence de mercenaires russes, et ils ont dû reculer. Mais Jean-Yves Le Drian a été à la manœuvre, quitte à replonger, parce que la Centrafrique a connu un chaos indescriptible, notamment à cause de la France. On était prêt à replonger ce pays dans le chaos et à faire des dizaines de milliers de morts juste pour garder notre puissance, notre hégémonie sur les anciennes colonies d'Afrique francophone. C'est pareil au Mali, où finalement, aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian est vraiment l'incarnation du deux poids, deux mesures. Il a bien sûr adoubé le coup d'État
au Tchad qui a fait que le fils d'Idriss Déby a pris la place de son père en violation de la constitution tchadienne. Par contre, il ne manque pas de critiquer la junte malienne qui a fait exactement la même chose, mais qui, elle, a eu le malheur de se rapprocher de la Russie. Donc, évidemment, ce que Jean-Yves Le Drian n'a pas compris, c'est qu'il a 20 ans de retard. Aujourd'hui, les pays africains se créent des partenariats, alors qu'ils peuvent être critiquables. Hein. Peut-être qu'on peut critiquer le fait qu'ils s'allient avec la Russie ou avec la Chine, mais il y a une volonté de diversifier ces partenariats. Et puis, il y a aussi une irruption des peuples qui fait qui disent nous, on n'est plus des grands-enfants et on veut prendre notre destin en main. Et c'est vrai que Jean-Yves Le Drian, des fois, on le voit bafouiller à la télé, adopter un ton très paternaliste. C'est créé pas mal d'ennemis en Afrique et un personnage qui est vraiment détesté en Afrique. Quand on sait que c'est quand même la figure principale, l'image de la France en Afrique, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, en fin de compte, quel bilan pour Jean-Yves Le Drian ? Jean-Yves Le Drian, saison 1, Jean-Yves Le Drian, saison 2. Peut-être qu'il y aura une saison 3, il y aura une saison 3, mais pour ces 2 premières saisons, c'est-à-dire les pouvoirs Macron, Hollande et Macron. Macron 1. Alors, c'est un fait très intéressant que tu soulèves, parce que c'est quelqu'un qui est assez âgé, il va sur ses 75 ans, qui apparaît effectivement assez fatigué, mais qui est quelqu'un de consensuel, de très aimé, qui représente, soi-disant, la jambe gauche d'Emmanuel Macron, et il pourrait peut-être rempiler, peut-être sans doute pas pour tout le quinquennat, mais en tout cas en tant que ministre pendant encore quelques mois après le second tour. Il n'en reste pas moins que son bilan. Alors, les industriels de l'armement français vont dire que ce bilan est absolument extraordinaire et mirifique. Pour l'image de la France, et notamment l'image de la France en Afrique, il est absolument désastreux. Jean-Yves Le Drian a essayé de reprendre le costume de Jacques Foccart, qui était le monsieur Afrique, le conseiller Afrique de Charles de Gaulle. Mais le monde a changé, l'Afrique a changé. Et malheureusement, Jean-Yves Le Drian est un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui, l'État français, en tout cas le gouvernement français, est aussi détesté en Afrique. Et ce n'est pas seulement, comme il a l'habitude de le dire, manipulé par des trolls russes. C'est vraiment une détestation qui est profonde de la part de populations qui veulent prendre leur destin en main et leur souveraineté en main. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage. Je rappelle que ton article est disponible ce vendredi sur le site lemediatv.fr. Il est réservé aux abonnés. Le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie. Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès. Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est finie cette campagne. Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format, où on puisse s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels, dans des conditions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. On a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal, et voici la réponse. On est dans une situation assez dingue où un gouvernement, du coup, vote une loi sur le secret des affaires pour arranger ses potes et après se cache derrière cette loi au moment où ça peut être déterminant. Quand on contacte l'Élysée en disant il y a quelque chose de grave, là, de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et puis quand on réinsiste sur mais il a touché combien Macron, il n'y a plus aucune réponse. Donc s'ils sont de bonne foi, pourquoi ils ne parlent pas à ces gens-là ? Nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait. Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite ? Pas du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême droite. On a des gens qui sont des copains de longue date, qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire. Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dont le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi. Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est quand même, et avant tout celle des gens qui nous dirigent, et notamment depuis 5 ans celle de Macron. Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions. Malgré ça, vous n'êtes que 6 400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal. Très mal. Les abonnements rapportent à peu près 60 000 € et on en dépense 100 000 tous les mois. Ce qui nous fait un déficit de 40 000 € chaque mois. Le média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible. Ces sommes dont on parle,
elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez. Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, faire vivre le média et lui assurer sa pérennité. Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que le média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais, le média a besoin de vous. Ce média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix. Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, sans milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité et cette liberté, vous seuls en êtes les garants.